L'un des plus vieux secteurs de Montréal, le Sud-Ouest, regorge de bâtiments qui ont une grande valeur patrimoniale, mais qui malheureusement ont été abandonnés avec le temps. C'est le cas de vieux silos de béton qui, pendant des décennies, ont servi à entreposer du sucre pour le célèbre homme d'affaires montréalais John Redpath. Mais récemment, de jeunes entrepreneurs de Pointe-Saint-Charles se sont lancés le défi de les récupérer et d'en faire l'un des plus grands centres d'escalade intérieure au pays, le centre Aléop. Un projet qui connaît un succès localement et qui fait même jaser un peu partout au pays. Le grand penseur derrière le centre d'escalade Aléop, Daniel Smith, était loin de se faire les dents avec ce projet récréo-touristique. Depuis 25 ans, il laisse sa trace un peu partout au Québec. Vous passez dans le coin des Hautes-Laurentides, un détour s'impose au centre de découverte du Parc national du Mont-Tremblant. Une grande fierté de Daniel Smith qui, en 2013, a remporté le prix Développement durable de la 7e édition des Grands Prix du design. Et si vous n'avez pas envie d'aller vous perdre dans les bois, sur la rive sud de Montréal, l'architecte a signé le design du Collège Notre-Dame de Lourdes, l'une des écoles secondaires les plus modernes actuellement au Québec. Daniel, c'est un projet assez inusité qu'on vous a mis entre les mains. Quelle a été votre première réaction lorsqu'on vous a approché et on vous a demandé de ressusciter carrément de vieux silos industriels? J'ai fait « Wow! Enfin! » Enfin, il était temps. Je pense que c'est l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant. Au début, je pensais que Aléop voulait tout simplement utiliser les silos pour le centre d'escalade. J'ai appris vite qu'ils voulaient avoir un plus grand centre, donc leur programme était pas mal plus important que je pensais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, non seulement pour moi comme architecte, pour l'équipe, mais aussi pour la ville, parce que aussi, ce projet-là s'inscrit dans un axe récréo-touristique du canal de la Chine. Puis je pense que c'est juste excellent pour les citoyens d'avoir un autre centre sportif qui est disponible pour des activités. Parions un petit deux que les bâtisseurs de ces silos dans les années 50 étaient loin de s'imaginer le virage que prendrait leur mastodonte de béton. Au départ, on n'y a entreposé que du sucre pour la célèbre raffinerie Redpath, pour finalement les vendre une vingtaine d'années plus tard à une entreprise de charbon. Mais dès le milieu des années 80, on les a abandonnés aux mains des graffiteurs. Et pour un architecte, travailler avec une structure déjà existante, est-ce que c'est davantage de maux de tête ou au contraire, avec l'histoire, tout ça, ça devient une motivation supplémentaire? Je pense que c'est les deux. Mais nous, c'est certain que c'était clair avec le client qu'on devait les conserver. Habituellement, on se donne toujours le droit de modifier ou de démolir une partie d'un bâtiment pour intégrer les nouvelles fonctions. Dans ce cas-ci, les silos en béton, c'est trop compliqué, trop cher. Puis vu que ça ne faisait pas partie de la phase 1, on a su intégrer finalement la nouvelle partie entre les silos. Mais aussi, on voulait donner l'opportunité aux citoyens d'accéder par un des silos comme porte d'entrée. Quelle était la commande du client, Jean-Marc, dans ce cas-ci? Ils voulaient tripler finalement l'achalandage de ce qu'ils avaient déjà auparavant. Donc, on devait travailler ensemble pour voir comment on pouvait arriver avec une configuration et un aménagement qui permettait 3 fois plus de monde. En même temps, il y avait le souci du développement durable, mais aussi que la qualité intérieure soit de haut niveau. Donc, une bonne ventilation, puis beaucoup de lumière naturelle. Et si vous aviez à me résumer le concept en quelques lignes, ce serait quoi du centre Aléop? C'est finalement un assemblage de parois, parfois inclinées, en angle, en surplomb, qui permettent finalement le mouvement, qui est l'escalade finalement. Puis aussi, c'est une célébration de l'espace, si je peux dire, parce qu'à l'intérieur de ça, on bouge dans l'espace. Puis aussi, cette notion d'espace, c'est aussi le côté transparent, l'ouverture finalement à la rue et tout ce dialogue avec l'extérieur. Et pour vous, en plus, bon, vous êtes un spécialiste en développement durable. Vous travaillez, entre autres, pour faire certifier certains bâtiments avec la certification environnementale LEED. Donc, le fait de récupérer certaines structures comme ça, industrielles, de notre passé, ça fait partie de votre mission sociale. Oui, bien sûr. Il y a tellement d'énergie qui a été dépensée, finalement, pour la construction de ces bâtiments-là ou de ces silos-là. Je pense qu'on se doit
avoir une certaine responsabilité de les intégrer le plus possible à l'intérieur de nouveaux projets, oui. On aurait pu le détruire et là, avec le projet que vous avez mis en place, on réalise à quel point il y avait un potentiel là. Vous l'avez exploité, ce potentiel-là. Trouvez-vous justement qu'on fait suffisamment d'efforts au Québec pour conserver notre patrimoine bâti? C'est une très bonne question. Je pense qu'on doit se faire d'essayer toujours de conserver le plus possible le passé. Parce que le passé fait, veut pas, partie du présent. Puis je pense que ça donne lieu à des projets intéressants quand on est capable d'avoir un élément qui n'est pas juste une façade, parce qu'on a vécu des temps... Du façadisme. Exactement. Je pense qu'il faut avoir des efforts pour conserver le plus possible. Monsieur Thériault, on a l'impression que dans la conservation du patrimoine industriel particulièrement, ça passe pas nécessairement bien auprès de la population. Pourquoi conserver un vieux silo de béton ou une vieille usine rongée par le temps? Quand on regarde des structures aussi imposantes que des silos ou des bâtiments industriels, ça participe à la mémoire du lieu, ça fait partie de l'identité d'un quartier, c'est comme dans l'ADN. Dans une perspective de développement durable, c'est souvent des ouvrages qui sont extrêmement solides, même si en apparence, des fois, ils ont l'air à l'abandon et tout ça. C'est des bâtiments qui peuvent être récupérés. Et pourquoi on s'est retrouvé ces dernières décennies ici, le long du canal de la Chine, avec autant de structures industrielles abandonnées? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? La présence du canal de la Chine ici est imputable à la présence de rapides qui est insurmontable sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, le canal de la Chine est venu permettre à la navigation de contourner ces rapides-là. Et Montréal s'est vraiment développé dans ce secteur-ci. Oui, c'est ça. On peut qualifier ici comme étant le berceau de l'industrialisation au Canada, donc tout le long du canal de la Chine. Et par ricochet, lorsqu'il y a eu fermeture du canal de la Chine suite à l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, bien ça allait sonner un peu la fin de la récréation. Et puis petit à petit, les industries ont quitté les lieux. En même temps qu'il dit passé industriel, dit aussi sol contaminé. Donc, j'imagine qu'il y a tout un défi pour les entrepreneurs de vouloir, même si on le veut, c'est pas évident de récupérer ces terrains-là. Non, c'est ça, c'est effectivement pas évident. Lorsque quelqu'un développe dans le sud-ouest, il doit porter attention effectivement à la notion de la contamination des sols, il doit s'assurer de l'acceptabilité de son projet. Il y a toutes les dimensions archéologiques, par exemple, aussi, et le cas des silos en est un bel exemple. Êtes-vous bien outillé à la Ville de Montréal pour ce qui est de la préservation ou même l'évaluation de ce patrimoine industriel-là? Les moyens dont on dispose sont de plusieurs ordres. Premièrement, on assure toute la surveillance du territoire par nos inspecteurs. Donc, on peut surveiller comment évoluent ces éléments de patrimoine. Il y a toute la question réglementaire. Donc, on peut encadrer au plan normatif comment on peut transformer ces immeubles-là. Et on bénéficie aussi, bien sûr, du support de nos confrères au service de la mise en valeur, nos confrères en patrimoine, qui nous sont d'un grand secours. Et j'ai l'impression aussi que dans la conservation du patrimoine de façon générale, que ce soit industriel ou autre, il y a vraiment deux écoles de pensée, des gens qui veulent minimiser les interventions et d'autres architectes qui aimeraient davantage être créatifs. Comment faites-vous justement pour concilier ces deux écoles de pensée-là à la Ville? Nous, essentiellement, on essaie de ne pas nécessairement prendre parti pour une école plutôt qu'une autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une architecture inspirée. C'est qu'on se rende compte que ce qui nous est proposé découle vraiment d'une démarche de conception qui tienne compte du caractère du bâtiment sur lequel on intervient et aussi du caractère du lieu, de l'unité de paysage dans laquelle s'insère ce bâtiment-là. Jean-Marc, pourquoi avoir fait appel à Daniel Smith pour votre projet? En fait, le premier contact qu'on a eu avec des professionnels pour le projet, c'était avec notre entrepreneur Espace Construction. Et puis, c'est lui qui m'a un peu amené visiter différentes boîtes d'architecture. Puis, il y en avait une qui était un peu trop petite, qui manquait d'expérience, de projets réalisés. L'autre était un peu trop grosse, puis elle essayait peut-être un peu trop d'imposer sa vision sur ce que j'essayais de faire. Tandis que Daniel, lui, j'ai tout de suite senti qu'il était aussi passionné que moi pour voir que le projet voit le jour. Et puis, j'ai aussi senti qu'il comprenait que le budget allait être très serré, puis qu'il fallait justement concevoir le bâtiment, sachant que le budget était petit, pas arriver avec des trucs trop flyés qui n'allaient jamais se réaliser. Il était très pointu, puis il disait, OK, si on veut que ça arrive, bien, il faut rester minimaliste sur certains éléments. Donc, très créatif, une belle chimie tout d'abord. Puis ça prend une chimie et surtout une vision, parce que comment on en arrive à dire, je veux récupérer de vieux silos industriels? L'idée est venue, en fait, de notre agent d'immeuble,
On cherchait dans le coin pour un terrain depuis à peu près 6 mois. Et puis, c'était en plein dans la spéculation pour tout le projet Griffintown. Donc, tous les propriétaires de terrain cherchaient des gros prix de vente qui étaient hors de notre portée. Puis l'agent d'immeuble, il m'a appelé un jour et il a dit « Hey, t'as-tu déjà remarqué qu'il y a des silos à 2 coins de rue de ta business actuelle qui sont à vendre? » Puis je les avais jamais vus, en fait. C'est la première fois que je les voyais. Puis c'est là qu'on a commencé, l'intrigue a commencé. Puis finalement, 1 an plus tard, on les a achetés. Et le fait d'avoir un projet aussi inusité, aussi unique à l'échelle internationale, est-ce que ça devient une forme de publicité en soi pour le centre d'escalade? C'est vraiment un peu à la mode en ce moment, le Architecture as Branding. Puis, en effet, pour nous, ça devient notre marque de commerce. Les gens associent le bâtiment avec notre centre d'escalade et puis notre image. Puis c'est très positif, les retombées à date qu'on a eues, non seulement dans le milieu de l'escalade, mais dans le milieu des revues d'architecture, des revues de design. Ça a été vraiment positif pour l'entreprise. Ce qui est assez impressionnant aussi avec votre silo, c'est que ça a été inauguré il n'y a même pas 2 ans. Vous êtes déjà à pleine capacité. Est-ce que vous êtes devenu, en quelque sorte, un point d'ancrage pour relancer l'économie du quartier? Bien, j'ose penser que oui. On reçoit entre 400 et 500 personnes par jour chez Aléop. Et oui, on est à capacité. Les soirs de semaine, il y a du monde, c'est complètement bondé. Donc, je pense que ça amène de la vie au quartier. Il y a même plusieurs clients qui m'ont dit avoir déménagé dans le sud-ouest pour être plus proche du centre d'escalade. Donc, ça, on en est quand même assez fiers. Mais vous, qu'est-ce qui vous allumait dans le fait de préserver un témoin historique comme ça? Donc, c'est ça. Bien, avant de tomber sur ce projet-là, je te dirais que l'architecture, c'était pas nécessairement quelque chose qui me passionnait. Mais plus je faisais mes recherches, plus je m'intéressais au design, à l'architecture, puis j'ai compris, en voyant des précédents dans d'autres pays, que ça pouvait être quelque chose de vraiment bien pour Montréal et pour le milieu de l'escalade, puis l'importance que le projet pouvait avoir. Et puis, c'est là que le lien s'est fait avec Daniel, en fait. C'est que Daniel, il apportait justement le bagage d'expérience pour transformer les silos en un vrai projet qui aurait comme de l'allure internationale, si on veut. Exagéré de parler d'un projet de calibre international pour le centre Aléop? Pas du tout. En fait, la transformation de vieux silos en centre d'escalade est fort probablement une première mondiale. Et avouons-le, ce genre de conversion industrielle ne peut que faire tourner des têtes partout sur la planète. Difficile, par exemple, de ne pas être séduit par cette ancienne cimenterie en Espagne, transformée en espace à bureaux et d'exposition pour une firme d'architecture. En France, on a plutôt investi dans la culture pour transformer une série de silos du port de Marseille. Une salle de spectacle de 2000 sièges a vu le jour en 2011 pour y accueillir une série d'événements culturels et touristiques. Et au Danemark, la conversion de silos a plutôt servi à créer un énorme complexe résidentiel offrant une superbe vue sur la ville de Copenhague. Séduisant tout de même. Alors, Jean-Marc, on est dans l'entrée du centre Aléop. Le silo paraît très bien actuellement, mais c'était loin d'être le cas quand vous avez pris possession des lieux. Non, en effet, l'état des lieux était assez déplorable quand on est rentré la première fois. Ça aurait probablement découragé certaines personnes à première vue. Il y avait du charbon partout. Le sous-sol était inondé avec à peu près 4 pieds d'eau. Il y avait des pigeons, des moufettes, il y avait des squatters qui restaient sur les lieux. Ah oui, il y avait des gens ici. Il y avait des gens, puis on les a trouvés par hasard, c'était un peu épeurant. Et là, c'est vous qui avez fait le ménage du site avant que Daniel, l'architecte, arrive sur les lieux. Ouais. Tout ça pour sauver un peu des coûts? En fait, je pense que si on n'aurait pas fait ça, le projet n'aurait jamais vu le jour. La démolition, c'est très, très coûteux. On a décidé de commencer, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Donc, j'ai engagé des amis qui sont soudeurs. Puis on a commencé à faire de la démolition. Puis 6 mois plus tard, on avait enlevé tous les convoyeurs au toit, tous les convoyeurs verticales dans la cage d'escalier. Puis à la fin de ça, je connaissais le site super bien. Donc, ça a aidé pour la conception du bâtiment, etc. J'aimerais ça parler de la paroi de bois ici en arrière. Je la trouve vraiment fascinante. Et la paroi était là quand vous êtes arrivé. Oui. On a aussi fabriqué tous nos meubles, nos tables, nos bancs avec ce bois-là. C'était important pour vous, justement, de conserver l'esprit industriel du site? Oui, tout à fait. On laisse le béton exposé, on laisse les colonnes exposées. On veut montrer vraiment ce qu'était le bâtiment avant, puis que notre intervention est claire aussi. Qu'est-ce qui est neuf, qu'est-ce qui est vieux. Grand dilemme lors du nettoyage, garder ou non les œuvres des graffiteurs. On a finalement décidé de les conserver intégralement pour respecter l'ADN du lieu.
Jean-Marc, j'aimerais ça parler absolument de votre comptoir de réception parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est surtout très original et on voit déjà la référence avec le centre d'escalade. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est une super belle collaboration entre Smith Vigeant et une firme qui s'appelle Mama Photogramma, qui sont de Milan. C'est des amis à moi que j'ai connus à travers l'université. On était vraiment dans la fin du projet, puis on avait un budget pour le comptoir de réception, mais on ne l'avait pas travaillé du tout. Et puis, il m'a dit, regarde, Jean-Marc, donne-moi ton budget, je vais te faire quelque chose d'incroyable. Ça a valu la peine de faire confiance à des gens hyper créatifs qui, clairement, avaient une vision, puis ils ont vraiment livré quelque chose de bien. Puis ça nous a été bénéfique. Jean-Marc, moi, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler de votre centre d'escalade, et même quand on arrive devant, on a l'impression que les parois d'escalade sont carrément à l'intérieur des silos et qu'on va pouvoir monter. C'est pas vraiment le cas. Pourquoi? C'est certain que c'est ça le but. En fait, l'idée originale, c'était d'avoir de l'escalade dans les silos. Et puis, avec un budget limité, on voulait vraiment tout accomplir le projet d'un coup, mais on a vite réalisé qu'il fallait faire les choses en phase. Et puis, c'était beaucoup plus facile pour nous de construire le nouveau bâtiment au complet, puis de ne pas toucher, en fait, au silo, que de faire le contraire. Donc, on a pris cette décision-là. Puis, en fait, c'est pas mauvais parce que au moment où on va ouvrir, finalement, le silo, bien, ça va remettre un peu de l'eau au moulin pour faire déplacer les gens pour qu'ils viennent voir, justement, les installations à l'intérieur. Deuxième vague de publicité pour... C'est ça. Mais on s'entend que c'est attendu de nos clients et même de nos futurs clients. Les gens veulent grimper dans le silo, donc on travaille là-dessus, là, évidemment. Daniel, pour la conception du nouvel espace, est-ce que c'est vraiment Jean-Marc qui a été le chef d'orchestre dans l'opération? C'est certain, il connaît son affaire. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le sport. Donc, et pour nous, c'était le premier projet de ce genre. Donc, c'est certain qu'on s'est fié, puis on a eu une très bonne coordination ensemble pour qu'on puisse réaliser son rêve, finalement. L'une des forces du centre, de la nouvelle partie, à mon avis, ce sont vraiment les fenêtres qui font pratiquement la hauteur des parois. Parlez-moi un peu du concept. Est-ce qu'on essaie de recréer un élément, des crevasses, des parois? Est-ce qu'il y avait un élément justement en lien avec la nature à travers le design des fenêtres? On voulait minimiser ou réduire finalement le mimétisme avec la nature, parce que c'est pas la nature, c'est un cadre bâti. Habituellement, les fenêtres sont à l'horizontale. Donc ici, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, c'est là où est venu le concept de l'espace et les fentes, dont la vitrine sur la rue. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on voit à partir de la rue le soir. Donc, c'est une autre dynamique. Puis on voit vraiment que ce cube-là est en vie. Et même pour les matériaux utilisés dans la nouvelle partie, et même dans la vieille, on voit beaucoup de béton, de métal. Est-ce que ça faisait partie de cette philosophie-là pour garder l'âme industrielle? Oui, c'est certain que l'acier fait partie intégrante de l'industrialisation puis des structures qu'on voit. C'est certain, la nouvelle vague, c'est le bois. On essaie d'intégrer le bois, mais dans ce cas-ci, on a utilisé de l'acier, surtout pour le parement. Puis aussi, ça nous donnait un sens de légèreté qu'on voulait rechercher à l'extérieur, parce que ça faisait référence finalement à l'activité à l'intérieur. Puis aussi, au niveau de la structure, mais là, pour avoir les grandes portées, c'était le choix le plus économique, donc c'était d'utiliser la structure d'acier. Mais il y a le contact visuel aussi avec le quartier, j'imagine, parce qu'il y a un grand sentiment d'appartenance. Aléop est un moteur économique dans le quartier. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on a positionné la nouvelle partie sur la rue. Puis aussi, on voulait vraiment que les citoyens aient accès à un des silos. Alors là, Jean-Marc, on est vraiment dans la nouvelle partie du silo. C'est vraiment le cœur du centre d'escalade Aléop. Ça prend quoi pour concevoir un bon centre d'escalade? Bien, je pense qu'un des éléments clés pour avoir une ambiance qui est bien pour les clients, c'est d'avoir beaucoup d'éclairage naturel, très bonne ventilation. C'est vraiment la base. Puis ensuite, bien, dans la conception des espaces, puis dans la conception du bâtiment, on a beaucoup travaillé pour créer un espace ouvert, mais aussi qui créait des petits lieux de rassemblement où les gens pouvaient socialiser, parler, attendre. Et pour ce qui est de la hauteur des parois, on parle tout d'abord de combien de pieds ici au centre Aléop? Ici, on a le plafond est à 15 mètres.
donc environ 50 pieds. Et puis, on a choisi cette hauteur-là pour pouvoir accueillir des événements internationaux. C'est une norme, en fait, si on veut accueillir une Coupe du monde ou des événements reconnus par la Fédération sportive d'escalade. J'ai remarqué aussi, Jean-Marc, qu'il y avait beaucoup de grimpeurs qui se promenaient les pieds nus un peu partout dans le... J'imagine que pour les pieds, le béton aussi, est-ce que ça a été conçu d'une façon particulière ou pourquoi tout d'abord on se promène les pieds nus comme ça? Bien, c'est quelque chose qui a été amené par Smith Vigeant, l'idée dans un espace aussi grand, aussi industriel de nature, en mettant le plancher chauffant, bien, ça donne vraiment l'ambiance chaleureuse, les gens se sentent à la maison, ils peuvent se promener nu-pieds. Puisqu'en escalade, on grimpe avec ce qu'on appelle des varapes, des souliers d'escalade. Mais entre les grimpes, on les enlève parce qu'ils sont extrêmement serrés, comme des souliers de ballerine. Donc, souvent, les gens sont nu-pieds. Donc, cette petite touche-là, c'est des choses comme ça, je pense, qui font que le centre est vraiment réussi puis que l'expérience client est vraiment maximisée. Et Jean-Marc, est-ce qu'il y a possibilité de réaménager les parois, question de renouveler l'expérience des visiteurs d'une visite à l'autre ou d'un mois à l'autre? Oui, tout à fait. En fait, le produit qu'on vend, c'est vraiment les voies qui sont sur les murs d'escalade. Donc, on change les pistes sur les murs, les grands murs à peu près aux 8 aux 12 semaines et puis les blocs aux 4 semaines. Donc, il y a toujours à chaque semaine du nouveau pour le client à chaque visite. Vous êtes arrivé en 2012 déjà, vous êtes à pleine capacité. Ça vient d'où, cette passion des Montréalais? Je pense que, de un, nos hivers sont longs. Donc, on cherche toujours des choses à faire à l'intérieur l'hiver. Puis, c'est comme un cercle, hein? Plus la qualité est là, bien, plus il va y avoir de grimpeurs, puis plus il y a de grimpeurs, bien, ça fait comme un effet de levier constamment. Donc, ouais, je pense qu'on peut être fiers à Montréal de l'offre pour l'escalade. Monsieur Bombarou, quand on observe le succès actuellement du centre d'escalade Aléop, avez-vous espoir pour le silo emblématique à Montréal, le fameux silo numéro 5? Ben oui, écoutez, Aléop, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les gens ont envie de s'amuser, de jouer avec ces monstres merveilleux, pour employer une expression, que sont ces monuments de l'architecture industrielle. Ça nous dit aussi que des fois, il faut arrêter de vouloir trop en mettre. Simplement monter, grimper, c'est peut-être ce que le silo peut nous permettre de faire. Vous savez, la Tour Eiffel à Paris, c'est pas un bloc de condo, hein? C'est juste un observatoire sur la cité. Le silo numéro 5, c'est une machine avec une histoire extraordinaire. Puis des cas comme Aléop nous disent, bien, des fois, il y a moyen de se promener, de flâner dans ces lieux-là, qui sont des lieux étranges, insolites, mais fascinants. En même temps, ça fait des années qu'on tergiverse dans ce dossier-là. On ne sait pas quoi en faire. On oublie que peut-être la grande valeur avec le silo numéro 5, c'est moins... Le bâtiment a une force évocatrice, une puissance. C'est un grand personnage, hein, qui mérite d'être fréquenté, côtoyé. Mais surtout en arrière, il y a des grands terrains. C'est peut-être là qu'on pourrait faire les activités à valeur économique, trouver une façon pour que le site gagne sa vie. Puis ça demande une planification d'ensemble, branchée sur le Vieux-Port, branchée sur le Vieux-Montréal, cohérente avec tout ça. Puis ça demande un peu de leadership éclairé, là, pas juste de la gestion courante. Et l'un des scénarios qui a été évoqué à quelques reprises ces dernières années, c'est carrément la démolition du silo numéro 5. Est-ce que ce serait une erreur de parcours? Oui, ce serait une erreur de parcours. C'est sûr que pour certaines personnes qui pensent que de l'autre bord, c'est l'équivalent du lac Manfred-Magog ou bien de Baie-Saint-Paul avec les magnifiques vues sur le fleuve. Vous savez, le fleuve en arrière, là, il est à peu près 1,5 km. On ne le voit pas pantoute. Ce qu'on voit, c'est des aires de manutention de vrac. Alors, ce ne serait pas un plus pour le paysage. C'est pas paradisiaque, c'est un faux argument. Puis en plus, on aurait perdu un monument spectaculaire de notre patrimoine industriel. Vous savez, le patrimoine industriel ici, ça, c'est un des grands symboles qui reste de Montréal, le plus grand port céréalier au monde, à son apogée. Comme dans d'autres villes, à Minneapolis, ils ont assumé leur héroïsme industriel, comme c'était les grandes minoteries du monde qui étaient là. Nous, on était l'exportation du blé. Ce serait un rendez-vous raté et une tâche sur notre titre de ville créative. Ça fait des années que vous travaillez dans le domaine de la préservation du patrimoine de façon générale, mais si on regarde uniquement le patrimoine industriel, est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts au Québec pour le préserver?
On en fait de plus en plus. Et c'est important de le dire. Dans beaucoup d'endroits, on cherche à recycler. Vous savez, le défi du patrimoine industriel, c'est un défi de connaissance, de reconnaissance, parce que souvent, on va dire que c'est pas du patrimoine. Le patrimoine, c'est nos églises, c'est nos maisons ancestrales, c'est des quartiers anciens, tout ça. Et on oublie qu'on est essentiellement une société du 19e, 20e siècle. Donc, Montréal, c'est une métropole industrielle sur une fondation française, un site amérindien, mais beaucoup de l'industrie. Et on a eu du mal à accepter cette réalité de notre patrimoine. Puis depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de municipalités s'impliquent, des entrepreneurs, parce que ça va prendre ça. C'est un patrimoine économique, puis ça prend un levier économique pour le mettre en valeur. C'est pas juste des historiens de l'art et puis des classements de ministres que ça prend, mais ça prend peut-être aussi une économie qui leur est favorable. C'est des grands sites qui demandent des investissements complexes pour tous les partenaires. Et on a vraiment deux écoles de pensée qui s'affrontent dans la préservation du patrimoine. D'un côté, certains aimeraient ça qu'on soit plus sévère en termes de législation et d'autres disent non, c'est de la sensibilisation que ça prend, pas nécessairement une police du patrimoine. Quelle est votre façon de voir la chose? Nous, on pense que ça prend des lois plus intelligentes, parce que c'est vrai qu'il y a encore des cas, on l'a vu avec des maisons qui ont été démolies au centre-ville de Montréal après avoir été négligées pendant 25-30 ans. Là. Puis on fait juste récompenser des mauvais comportements. Alors ça, c'est des cas particuliers. Il y a beaucoup moins d'entrepreneurs cow-boys en 2014 qu'il y en avait en 1974, par exemple. Donc, il faudrait une façon de bien les contrôler, mais aussi d'avoir des lois qui encouragent les bonnes idées. Évidemment, le nerf de la guerre dans la préservation du patrimoine, c'est souvent l'argent. À Montréal, au Québec, souvent, ça relève du gouvernement. On demande toujours des fonds publics, alors qu'il y a certaines villes dans le monde où il y a des mécènes, où le privé est beaucoup plus présent. Est-ce que c'est une culture qu'on devrait développer à Montréal? Bien, on devrait certainement développer cette culture du mécénat, mais je vous dirais qu'il faut renforcer nos bataillons d'entrepreneurs revitaliseurs du patrimoine. Parce qu'on a beau avoir des mécènes, des subventions, des programmes d'aide, s'il n'y a pas de projet, puis on le voit pour beaucoup de bâtiments, la lacune se situe au niveau du projet. Le nerf de la guerre, c'est une chose, mais le muscle de la guerre, c'est l'entrepreneuriat, celui qui va mettre la main à la pâte. Et ça nous prend ça aussi. Une question d'éducation, donc? Oui, puis d'inspiration. Il faut développer peut-être des modèles d'inspiration, du mentorat. Vous savez, il y en a qui pourraient multiplier. Il y a des gens qui l'ont fait dans le résidentiel, beaucoup, dans le commercial, mais des projets de revitalisation ont un degré de complexité qui est particulier. Mais parce que c'est complexe, c'est un beau défi à relever, puis ça donne des résultats dont on peut être plus fier. C'est pas juste des kilomètres cubes de condos banals là, que ça donne. Ça donne des projets qui marquent. UNESCO de design. Absolument. UNESCO de design. On gagne ses galons avec ça. Là. C'est pas juste faire du bungalow comme des radis. Là. Merci beaucoup, M. Bombard. Avec plaisir. Est-ce que le 375e anniversaire de Montréal en 2017 sera l'élément déclencheur tant attendu pour relancer ce silo numéro 5? On peut se poser la question, mais chose certaine, la Société immobilière du Canada, qui en est actuellement propriétaire, est toujours en consultation auprès de certains intervenants montréalais pour tenter de lui dénicher une seconde vie. Espérons simplement qu'on trouvera des entrepreneurs et des architectes aussi motivés que ceux du Centre Aléop pour en faire une autre grande fierté architecturale montréalaise.